Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Je pense que c'est une barrière aussi, si tu veux, le rire, c'est une façon de dédramatiser, c'est une façon d'éviter le conflit, c'est une façon de... je pense que c'est mon armure, le rire, ça, au fond. Et donc, j'utilise le rire pour me positionner un peu différemment en disant je suis personne pour juger les autres. Je suis pas un ultra écolo qui se prive des choses. Non, moi je prends tout au quotidien mais avec sobriété. Donc j'ai des leçons à donner à personne. Donc je vais plutôt jouer la carte de l'humour pour faire passer des informations qui sont dures, que potentiellement qui sont compliquées si tu veux rentrer dans le détail à comprendre, mais sans moraliser. Vincent préfère rire que pleurer, voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, l'espoir au désespoir. Face à l'urgence climatique, il décide d'utiliser le dessin et l'humour. Pour cela, il a créé Alphonse, un dauphin un peu particulier, qui explique à sa manière le manque de bon sens des humains qui, par leurs actions, provoquent la destruction des océans. Je vous laisse en compagnie de Vincent. Donc, bonjour Vincent. Salut. Ça va ? Ouais, très bien, en pleine forme. Alors, ma première petite question pour le podcast que je pose à tout le monde, c'est toi, quand je te dis écologie, comment tu te sens ? Quelle est ton émotion, ton sentiment ? Ok, alors du coup on vient juste d'en parler. Donc en fait, moi je suis super positif vis-à-vis de l'écologie parce que effectivement, comme je te le disais, l'écologie pour moi pour moi c'est un terme qui a été un peu galvaudé où du coup on lui a attribué au début un truc d'une minorité, un peu des babos qui font ça dans leur coin. On l'a vu avec les ZAD et tout le monde a pointé ça comme des gens qui faisaient n'importe quoi, qui voulaient sortir de la société. Après, on parle d'écoterrorisme. On a pris ce terme et on l'a tué. Alors que pour moi, derrière, ce qui se cache, c'est des ressources terrestres limitées dont on dépend pour notre survie. Enfin, du moins pour le fonctionnement qu'on a mis en place aujourd'hui de vie qu'on a en tant que société développée. C'est la biodiversité, c'est-à-dire les animaux qui nous entourent, donc d'autres formes de vie avec lesquelles on cohabite. Et derrière, après, tout ce qui est plantes, qui nous permet de nous nourrir, l'agriculture, l'agroforesterie, les forêts, donc qui nous permet de respirer, de manger. Et donc pour moi, je suis positif au sens où la planète risque pas grand-chose. Elle risque pas grand-chose. Elle en a vu d'autres. Nous, on est nuisible en ce moment. On l'a pas toujours été. On a été plus sobre avant. Maintenant, on commence à sérieusement taper dans ce qu'elle peut nous offrir. Donc, mais par contre, elle en a vu d'autres. Elle a vu des extinctions de masse, elle a vu des éruptions volcaniques en tout recouvert, elle a vu de la glace partout, des changements de plaques tectoniques. Enfin, ça a été le bordel pendant longtemps et elle va très bien s'en sortir encore pendant des millions d'années. Et même, je dirais, si le soleil disparaît, peut-être même qu'il y aura encore des formes de vie qui existeront sur la planète. Donc, je ne m'inquiète pas du tout, ni pour la planète, ni pour les animaux, même si des espèces disparaissent. Probablement qu'il y en a d'autres qui se développeront, donc le côté règne animal, le côté flore nous survivra. Par contre, le vrai enjeu que je vois, moi, c'est la fin de l'espèce, ou du moins de notre espèce,
peut-être pas dans sa totalité, mais probablement dans une grande partie, euh, parce qu'on a un rythme qui n'est pas soutenable en termes de développement. Et donc, en fait, moi, je pense que je suis positif d'un point de vue de l'écologie, parce que tout va bien se passer pour la planète. Par contre, l'enjeu, pour moi, il est au niveau de l'être humain et de sa propre survie. Donc, positif pour les animaux et pour les plantes, moins optimiste pour notre capacité à survivre à notre rythme de vie en tant qu'humain. Voilà, moi, c'est plutôt mon sentiment. L'enjeu ne devrait pas être dans les médias ou dans les... donc, les médias commencent à s'emparer du sujet, mais on sent qu'on a encore l'impression qu'on parle d'écologie comme un truc... ça va nous poser des soucis de chaleur, ça va nous poser des soucis de manque d'eau. Non, la réalité, c'est on n'aura plus à boire, on n'aura plus à bouffer, des gens pourront plus habiter chez eux, vont devoir se déplacer et ils vont venir où? Ils vont venir chez nous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme on voit comme la façon dont on accueille les migrants, ouais, on les parque un peu dans des camps, tu vois, on n'est pas en mode bienvenue chez nous, vous avez traversé quelque chose de dur, on va vous aider, c'est cool, vous êtes sauvés, tu vois, on est plutôt en mode comment est-ce qu'on les renvoie chez eux le plus vite possible, ou voire dans un autre pays ami, tu vois, en négociant des trucs, tu vois. Et je me dis que si ça, on fait déjà ça avec des migrants aujourd'hui, ils sont pas nombreux. Quand il y aura des gens qui pourront vraiment plus rester chez eux et qui vont venir en masse, on va ériger des murs, on va leur tirer dessus. Enfin, tiens, ça va devenir n'importe quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et encore, comme dit, j'ai conscience de pas être grand-chose dans la vie. Je suis un coup de chance. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents ont survécu. Et du coup, mes parents ont eu un enfant par chance et je suis là. Donc je suis déjà un coup de chance incroyable. Euh, donc du coup, comment dire, je m'inquiète pas de mon sort. Aussi parce que j'ai pas d'enfant, j'ai personne qui dépend de moi. Donc ça joue dans la balance. Mais je m'inquiète pas de mon sort. Si demain je meurs d'une canicule, j'aurais rien représenté dans l'univers, si tu veux. J'ai conscience d'être rien. Je te parlais de voir la lune le soir ou en plein jour. On est capable de voir un autre astre. C'est-à-dire que les gens se prennent beaucoup au sérieux et pensent être importants dans l'histoire de leur quotidien, alors qu'on représente rien. Quand tu sors, tu vois la lune, tu vois une autre planète. T'es paumé dans un univers vide et en même temps infini. Et du coup, moi, c'est ce qui me permet de tenir, si tu veux. C'est de savoir que je représente rien. C'est ce qui me permet de pas être anxieux parce que si je meurs, voilà. La vie, ce que je dis à des potes, c'est une partie de flipper. On a mis une pièce pour toi, t'as une balle. Bah, t'essayes de faire le plus de rebond possible, puis quand ça s'arrête, et puis voilà quoi. C'est sympa comme métaphore. Ouais, écoute, c'est ce qui me permet de pas basculer dans une déprime ou dans un truc comme ça, tu vois. Ça m'empêche pas d'être anxieux ou stressé pour des choses au quotidien, mais ça me permet de prendre du recul et de pas me laisser déborder. Tiens. Et toi, comment tu te décrirais, mais sous le prisme de l'écologie, la biodiversité Alors, Qui est Vincent? Vincent, c'est un rat des villes. Moi, j'aime la ville, j'aime pouvoir sortir, j'aime la culture. J'ai pas grandi dans la nature, je profite pas de mes week-ends pour aller voir l'océan ou pour marcher en forêt. Je suis vraiment quelqu'un de la ville. Par contre, j'ai un profond respect pour pour ce que sont les autres êtres vivants, comme les arbres, comme les animaux, que je trouve fascinants. Donc je suis plutôt très intéressé d'un point de vue cérébral à l'existence de ces autres choses qui ne sont pas moi, qui ne sont pas de mon espèce. Je trouve ça dingue la façon dont ils communiquent, dont ils vivent paisiblement, dont un chat est capable de se foutre royalement d'un danger 2 secondes après le fait qu'il soit passé. Tu vois, d'oublier le truc, de s'allonger et de dormir comme si c'était rien passé. Je trouve les animaux sont fascinants et les arbres aussi, donc je m'y intéresse pour ce côté-là intellectuel. Mais par contre, l'écologie, pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que moi, je vis l'écologie comme de la sobriété dans la façon de vivre et de consommer. Donc, par exemple, j'ai un boulot... Enfin, je me suis rapproché de mon boulot pour pouvoir y aller à pied et pas prendre ma bagnole. Je mange pas transformé parce que, en fait, je connais l'agroalimentaire pour y avoir bossé. Donc, du coup, je sais ce que je mange et je sais que manger non transformé, c'est bien meilleur pour ma santé. Donc, j'achète ça à une épicerie qui est en face de chez moi,
coup de chance. Donc du coup, je suis pas obligé, si tu veux, de faire l'effort de me déplacer dans une ferme pour aller acheter mes produits. J'ai la chance d'en avoir une devant chez moi, donc je vois pas l'intérêt. Ce serait un non-sens d'aller tout acheter dans un supermarché alors que je peux trouver une grosse partie dans l'épicerie locale en face de chez moi. Pareil pour les fringues. Les fringues, j'attends qu'elles soient mortes pour en changer. Donc je conserve le plaisir d'acheter, mais j'achète que quand c'est nécessaire. Donc j'ai très peu de besoin d'acheter des fringues ou des objets. Tous les objets qui sont chez moi, c'est de la récup de chez mes parents qui en ont amassé plein parce que c'était une génération qui jetait pas. Mes meubles, je les ai jamais changés. En fait, je consomme très peu. Je pense que mes seules dépenses, si on regardait mon compte en banque, ça doit être me nourrir et puis aller boire des verres avec les copains ou aller voir une expo ou un concert, quoi. Donc, c'est les seuls trucs que j'achète. Tiens. Et encore, du coup, je consomme de la culture et de la nourriture. Et de temps en temps, pour aller voir des potes qui sont un peu loin, je prends ma caisse et puis je sors de Nantes. Et je vois pas l'intérêt de changer de voiture, je vois pas l'intérêt d'acheter une plus grosse voiture, je vois pas l'intérêt de l'électrique non plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'idée, c'est pas de remplacer un modèle par le même qui est moins polluant, en sachant que l'électrique, honnêtement, on peut vraiment douter du côté non polluant de la batterie électrique et d'en faire des SUV énormes. Tu vois, ce serait de dire, rien, plus de transport en commun, des bagnoles partagées pour faire des petites distances, reconcevoir la ville différemment pour pouvoir gérer à pied le plus de trajets possible. Enfin voilà, donc très peu consumériste. Donc pour moi, l'écologie, c'est ça, c'est une consommation raisonnée, c'est une sobriété de vie, mais sans privation. Je me prive de rien. C'est juste que je n'acquiers que quand j'en ai besoin, et si j'en ai pas besoin, pas d'achat, quoi. Et quel a été ton déclic? T'as toujours été comme ça ou... Alors, j'ai pas été toujours comme ça parce que je suis d'une génération qui n'a pas connu Internet. Donc, je suis dans une génération où on a été coupé du monde. Donc, moi, j'ai eu Internet et un 56K, un modem qui faisait du bruit et tout, mais quand j'étais à l'université. Donc, avant, j'ai vécu dans une bulle dans mon petit bled en Alsace où tu avais envie de rien d'autre que d'aller toquer chez tes potes pour voir s'ils étaient dispo pour faire un foot sur la place. Tu vois. donc, du coup, quand j'ai grandi, je suis passé à l'université, puis tu découvres le monde, tu découvres Internet, tu te mets à avoir plein d'envies. Je suis d'une génération qui a vu arriver le voyage en avion low cost, donc la possibilité de partir en vacances en avion pas cher, et pas loin non plus en Europe et tout. Donc j'ai voyagé. Ma prise de conscience, moi, puis après, je vais quand même mettre ce truc-là, c'est que quand tu commences en général un métier, tu as toute une partie de ta vie où tu vis un peu pour ton boulot. C'est-à-dire que tu es à fond dans ton taf, tu veux pas faire carrière, mais c'est tes débuts de vie d'adulte, donc tu as un salaire, tu peux sortir, tu peux te payer des trucs. Donc je me suis jamais trop posé la question. Et en fait, un peu avant le confinement, je pense que ça devait être, je sais pas, je dirais 1 an ou 2 avant le confinement, il y a Pablo Servigne qui a sorti son bouquin sur l'effondrement. Je pense que ça devait être cette période-là, ça devait être avant le confinement. Et donc, je suis tombé sur les vidéos de Pablo Servigne. J'étais en coloc avec un pote. Et en parallèle de Pablo Servigne, il y avait une série qui s'appelle Next, qui montrait ce que pouvait donner un effondrement de civilisation, qui était assez dingue. Et on a commencé à regarder toute cette série de collapsologie. Tu vois, donc, on a acheté des bouquins, on a regardé des séries, des documentaires, on a écouté, comment ça s'appelle, Aurélien Barraud. Donc ça a été nos premières marches vers le déclic. Et je te jure, on a terminé la série Next et quelques interviews d'Aurélien et de Pablo. Et on a eu un blanc de 2 jours. On était en coloc ensemble. Hein. Et pendant 2 jours, tout nous a semblé, incompréhensible. Tu vois, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait au quotidien n'avait aucun sens. Mais on a eu un blanc, je te jure. On marchait dans la rue, on se parlait pas. Tu vois. Et à un moment, on se regarde, on fait t'es en train de bugger aussi. Hein. Tu tournes. Ouais, putain, Putain, ça me fait cogiter. Tout semblait être devenu inutile. Le fait d'aller bosser pour gagner un salaire, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se payer des vacances, qui est juste un repos du fait que tu aies beaucoup bossé pour pouvoir te nourrir.
Tu vois, le marketing des produits, la publicité, enfin, ça nous a vraiment. C'était un déclic qui a été assez violent, mais vraiment, ça nous a coupé pendant 2 jours avant qu'on se dise OK. Alors qu'on était conscient déjà d'avoir une vie qui n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était là par chance et que tout ça, c'était profite du quotidien parce que de toute façon, la seule chose qu'on est obligé de faire, c'est mourir. C'est le seul truc. Tu nais, la seule chose tu dois rien à personne, tu es obligé de rien. Il y a juste un truc qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas mourir. Donc ça, on en était conscient, donc on avait déjà une forme de recul sur la vie. Mais là c'était le perte de sens global de ce que font les gens au quotidien qui nous a paru dingue. Être dans des bouchons le matin pour aller bosser, tout nous a semblé à côté de la plaque. Et ça, c'était un vrai déclic. Et à partir de là, on s'est intéressé à la permaculture parce que c'était la grande mode, plein de bouquins qui sortent dessus, plein de petits reportages, de trucs. Donc on s'est intéressé à la permaculture, on a commencé à bien kiffer cette idée de permaculture. Et puis ensuite, moi j'ai découvert les jardins-forêts, mais tout ça, donc c'était très encore lié à la terre, à ce qu'on fait pousser, à notre capacité et notre besoin de retrouver de l'autonomie. Parce que par exemple, moi, ma grand-mère avait un jardin, et la plupart des légumes que j'ai mangés quand j'étais petit, c'est ma grand-mère qui était femme au foyer, qui s'occupait du jardin, c'était un vrai gros taf, et qui nous nourrissait, tu vois. Enfin, je me rappelle pas qu'elle soit revenue du supermarché avec des légumes, tu vois. On mangeait très peu de fruits parce qu'on n'en avait pas beaucoup, mais par contre, on mangeait les légumes du jardin. J'ai toujours mangé les légumes du jardin. Les sauces tomates, mais ma grand-mère était italienne, j'ai toujours mangé de la sauce tomate faite maison. Et donc du coup, cette écologie, elle est toujours été très liée à la terre. Et je sais pas pourquoi, j'avais en tête que ça pouvait pas être autre chose. Et est arrivé le confinement. Et pendant le confinement, beaucoup de temps. Et il s'avère qu'en fait, j'avais esquissé un croquis d'un petit dauphin que j'avais très mal dessiné. Tu vois, parce que je l'avais fait en vitesse à côté de mon ordi en bossant pour une grosse boîte sur un sujet super important de marketing. Tu vois. Et j'ai esquissé ce petit dauphin entre deux dossiers. Tu vois. Et on se retrouve confiné. Je me retrouve ici à l'appart. Et je suis dans cette veine de permaculture, de trucs. Donc j'écoute des reportages, des machins. Et puis je bidouille ce petit dauphin et je le mets en scène en train de traduire un peu les choses que j'entendais dans les émissions. Et du coup, je me suis dit, ça serait sympa qu'il raconte des choses sur sa vie. Et comme il était un peu mal dessiné, qu'il était un peu malingre, je commençais à lui faire un petit pétard et puis des yeux en tourbillon. Et je me suis dit, tiens, ça lui donne une dégaine. Et il pourrait parler de ce que j'entends, mais de façon sympathique, décalée et tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux océans, parce que je ne pouvais pas le faire parler d'agriculture. Et je me suis dit, tiens, comment ça se passe au niveau des mers, des rivières, de l'océan, parce qu'on n'en entend pas. Enfin, franchement, c'était quoi? C'était en 2020, les confinements. Et on en parlait très peu. Tu vois, on commençait à peine à entendre parler d'agriculture à la téloche, pas encore d'agroécologie. L'agroécologie, c'est de cette année, hein, tout cassé de l'année dernière, quoi. Et donc, je me suis renseigné sur les océans, et là, j'ai halluciné. J'ai halluciné sur l'importance des océans, pas dans l'écologie, mais toujours dans la survie de notre espèce, à quel point on dépend de ce que ça nous donne en termes de nourriture, en termes de captation de CO2, en termes de potentiel pour la survie de l'espèce. J'ai découvert les océans. Donc je suis pas un enfant, je te disais, des océans et tout. On pourrait croire que parce que je dessine Alphonse, je suis un fanat de l'océan. Non, je suis tombé en intérêt pour l'océan grâce à Alphonse et grâce à ce déclic écologique que j'ai eu avant sur la Collapso, quoi. Et donc voilà, je me suis mis à me renseigner sur l'océan et je me suis dit, vas-y, banco, on n'en parle pas assez. C'est quasiment invisible sur les grands médias et sur les petits médias alternatifs que je suis. Et go, j'en fais mon cheval de bataille. Je suis bloqué chez moi, j'ai rien à faire, je peux pas agir, j'ai une tablette, je peux en parler. Et donc je me suis mis à en parler et à en faire le cheval de bataille des océans. Et t'as choisi l'humour ? Ouais, j'ai choisi l'humour, parce que je pense que je suis un peu débile dans ma tête. Donc c'était une passerelle assez simple à franchir.
Tu vois, c'est que j'ai toujours été un peu comme ça, donc j'ai toujours j'ai pas un fond dépressif ou anxieux ou machin, tu vois. J'ai vraiment un truc de. Je suis pas un comique, mais je suis un peu débile dans ma tête. Et donc, bah, c'était pour moi la meilleure façon de traduire ce que je lisais. En fait, je me suis rendu compte après que c'était intéressant d'utiliser l'humour parce que donc ce que moi je lisais, c'était des trucs scientifiques, donc des articles de blog, des vidéos, des reportages et tout. Donc je me rendais compte que ce que je lisais, c'était quand même ça demandait un effort pour être digéré. Donc je me suis rendu compte que les gens n'allaient pas faire cet effort-là. C'est compliqué de se motiver pour découvrir un nouveau sujet en se tapant des articles scientifiques. Je me suis dit, ok, ces mecs-là, ils font le job. Niveau science, j'ai rien à apporter. Après, j'ai vu les médias qui commençaient à en parler et qui sont souvent alarmistes. Le média est alarmiste. T'allumes la télé, t'as pas une chaîne qui est positive. Tu as t'as personne, t'as pas un seul grand média ou un seul journal qui va te dire tout ce qui se passe bien dans le monde. Ce qui attire les gens, c'est la catastrophe. Et ça, je pense que c'est un truc qui est lié à notre cerveau, qui fait que c'est la catastrophe qui drive le plus gros de notre attention. Tu vois, et donc, il n'y a pas de médias positifs. Alors là, il commence à y en avoir. Hein. T'as Happiness, t'en as deux, trois qui... Ouais, t'as le média positif, qui s'appelle comme ça sur Instagram. Ok, bah Ouais. super, bah, il en faut, mais ils sont pas nombreux, tu vois, donc c'est super que ça se développe, tu vois, c'est hyper important, mais les grands médias de tous les jours qui touchent la masse, ils jouent sur la peur et sur le côté alarmiste, donc j'ai dit, bon, bah ça c'est fait aussi, et ensuite j'ai regardé les illustrateurs, et les illustrateurs ont un côté cynique dans la description. C'est-à-dire qu'ils vont traduire, ils vont caricaturer. La caricature, elle est souvent un peu brutale et elle dénonce. Elle est faite pour dénoncer la caricature. Et moi, comme je te disais, je suis un peu un rigolo et je suis un peu débile. Donc, je sais pas attaquer frontalement les gens. Je pense que c'est une barrière aussi. Si tu veux, le rire, c'est une façon de dédramatiser, c'est une façon d'éviter le conflit, c'est une façon de. Je pense que c'est mon armure, le rire, tu vois, au fond. Et, euh, et donc, bah, j'utilise le rire pour me positionner un peu différemment en disant, bah, je suis personne pour juger les autres. Je suis pas un ultra, un ultra écolo qui se prive des choses. Non, moi, je prends tout au quotidien, mais avec sobriété. Donc, j'ai des leçons à donner à personne. Donc, je vais plutôt jouer la carte de l'humour pour faire passer des informations qui sont dures, que potentiellement, qui sont compliquées si tu veux rentrer dans le détail. À comprendre, mais sans moraliser. Donc l'humour, pour ça, c'est très bien. Et mon petit dauphin, ce hasard d'avoir fait un petit dauphin défoncé, ben ça permet de créer une sympathie et ça permet aussi de ne pas passer l'info directement, mais de la passer par un angle décalé d'un petit dauphin qui verrait ça de façon un peu maladroite, de façon pas commune. Et du coup, tu peux faire passer des grosses infos un peu dures, mais en douceur. Et du coup, ça peut faire réagir les gens qui seraient pas prêts, qui rejettent l'alarme de la télé ou qui n'ont pas le temps ou qui sont déjà trop occupés par le quotidien pour aller se taper des articles scientifiques par divertissement, quoi. C'est pas divertissant, c'est informatif, mais c'est pas divertissant. Et toi, tu sens que tu as réussi à toucher des personnes qui, à la base, étaient pas du tout, se sentaient pas du tout concernées par l'écologie. Tu as un peu des retours ou... Ouais, alors ça c'est ce que j'ai découvert quand quand j'ai créé le site pour les vendre, parce qu'au début en fait c'était juste un compte Insta gratos. Moi j'ai toujours fait ça bénévolement et on m'a dit bah ça serait top, t'en as plein, tu pourrais faire une BD et tout. Donc je me suis dit bah allez, j'auto-édite une BD, je la vends à prix coûtant. Parce que le but, c'est pas de faire du blé sur quelque chose que j'essaye de démocratiser, tu vois, avec plein de bons sentiments. Et en fait, les achats de ma BD sont souvent pour être offerts à des gens à qui tu as du mal à parler d'écologie. Donc après, il y en a deux, trois dans le tas où je fais une petite dédicace pour des gens qui eux aussi fument un pétard ou deux de temps en temps. Donc le personnage colle et du coup c'est rigolo parce que tu te dis bah, c'est marrant. Il y a la connexion aussi sur cette population de gens qui, comme moi, quand j'étais plus jeune, bah, tu fumais un pétard en soirée. Donc ça touche ces gens-là
pour le côté un peu défoncé du dauphin, mais ça touche beaucoup de gens au travers de cadeaux à Noël ou pour les anniversaires, tu vois, où ils offrent ma BD pour débloquer des discussions, pour mettre un premier pas dans la porte avec ta famille ou avec ton entourage ou avec tes potes, tu vois, ou parce que tu es déjà dans une démarche, toi, un peu avancée, mais tu sens que tu n'arrives pas à convaincre autour de toi. Du coup, c'est c'est un petit pied dans la porte en disant tiens, lis ça, c'est rigolo, tu vas voir, tu vas apprendre des trucs. Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que comme je parle d'océan, ça te met moins la pression sur ton quotidien. C'est-à-dire que tu abordes l'écologie sous un prisme que tu fréquentes pas tous les jours. C'est-à-dire que ce qui arrive à l'océan, tu t'en parles de façon drôle. Les gens se disent punaise, ça n'a vraiment aucun sens ce qu'on est en train de faire. Mais t'es pas en train de leur dire regarde, toi au quotidien, t'achètes trop de fringues, tu manges pas vegan, tu vois, tu consommes trop de bagnoles ou d'avions. T'es pas en train de les toucher sur leur propre quotidien. T'es en train de pointer quelque chose qui est un peu loin d'eux, mais qui finalement ne fait pas de sens, tu vois, qu'on est en train de détruire quand même. Et quand même une conséquence de leur acte. Une conséquence indirecte. Ouais. Tu jettes ton mégot par terre ou machin, t'en parles dans Alphonse, le mec il se dit ouais, c'est vrai que c'est complètement con. Puis il va peut-être se mettre à le jeter juste dans une poubelle. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'aborder un truc qui est un peu plus loin de toi, mais où tu prends conscience du non-sens de nos actions. Tu prends conscience qu'on fait plein de trucs au quotidien qui ont un impact loin, mais aussi qui sont complètement débiles, tu vois, où on salope des écosystèmes, où on tue des espèces, mais du coup, ouais, peut-être que ça aide ça aussi, de ne pas pointer le quotidien. Et Alphonse, il a des copains maintenant ? Ouais, il a plein de copains, il a de plus en plus de copains, parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes lectures, je me rends compte qu'il y a d'autres animaux qui sont... des étendards de ce qui se passe aussi au niveau des océans, notamment les ours polaires. Donc il a un pote Daniel qui est un ours polaire qui est un peu bourré, un petit ours polaire alcoolique, il a un petit poulpe muet, parce qu'en fait j'ai vu le reportage qui est magnifique sur Netflix sur l'histoire de ce plongeur et du poulpe, où tu découvres toute l'intelligence de ces animaux. Ouais, on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Il est fou, il est génial. Sur Netflix, c'est ça ? Ouais. Et en fait, tu découvres qu'il monte maintenant en Espagne des fermes d'élevage de poulpes parce qu'il y a une demande de poulpes. Mais en général, il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que l'offre crée la demande aussi. Donc si tu te mets à mettre plus de poulpes à la carte des restaurants, les gens vont consommer en plus aussi. Tu vois. Oui. Donc juste arrête d'en mettre. Tu vois. Et donc ils sont d'une intelligence dingue. Donc j'ai créé un petit personnage qui est Maurice, le poulpe muet. Tu vois. Et puis pareil, les requins. Chassés pour leurs ailerons, avec des propriétés soi-disant aphrodisiaques, de longévité, bonnes pour certaines cosmétiques, le bullshit habituel, quoi. Et donc du coup, je me sers de ces nouveaux personnages qui sont d'autres étendards pour venir nourrir la discussion, parce que mon petit dauphin, il y a des choses qui arrivent au dauphin, mais en fait, on maltraite les orques, on maltraite plein d'autres espèces qui sont liées à la mer et à l'océan, et donc ça me permet de d'étendre petit à petit le sujet, quoi. Donc voilà, donc effectivement mon tome 1 a beaucoup parlé d'Alphonse parce que je campais le personnage, et puis je m'entraînais aussi à la narration. Moi j'ai jamais fait de BD avant, j'ai jamais écrit d'humour avant, je suis pas de ce truc là, tu vois, je suis designer industriel, donc j'ai dessiné beaucoup en 3D, j'ai fait beaucoup d'études qualitatives, mais j'ai fait très peu de graphisme. Donc tout ça était nouveau pour moi. Donc le premier tome, c'était vraiment prendre en main le perso et ce qu'il raconte et tout. Et le deuxième tome, je me suis dit, allez, maintenant on se met à étendre le sujet, à parler de plus de choses. Donc il a besoin de copains. Puis là maintenant, il y a même une copine qui est arrivée, parce que oui, j'ai vu. Forcément, il y a tous tes potes. En fait, moi, j'ai pas du tout réfléchi à ce côté sexué. Tu vois, mais spontanément, je les ai appelés Maurice, Daniel, Serge, parce que les prénoms me faisaient triper. Comme j'avais appris, le premier s'appelait Alphonse, j'ai cherché d'autres prénoms un peu galvaudés, en m'excusant auprès de tous ces gens-là qui portent ces prénoms. Mais et du coup, on m'a fait remarquer, on m'a dit, mais il n'y a pas de personnage féminin. J'ai fait, c'est pas faux. Et après, c'est posé une autre question qui fera peut-être écho à ton podcast sur l'éco-féminisme. C'est que du coup, j'ai dû représenter une dauphine.
Mm. Et du coup, ben, je me suis dit, bah, du coup, comment je représente la dauphine? Donc, je lui ai mis un peu de rouge à lèvres et je lui ai fait un peu de poitrine. Et je lui ai fait des petits cils. Mm. Donc, j'ai utilisé des clichés de la femme traduits dans ma BD. Donc c'est pareil, tu vois, c'est un petit sujet compliqué où tu sais pas si tu marches sur des œufs ou pas. Tu dis, est-ce qu'il faut que je la fasse comme Alphonse et je lui mets juste des cils, ou je le traduis dans sa façon de parler ou dans sa personnalité, ou je peux me permettre d'utiliser des codes Mm. que sont le maquillage, les longs cils et puis la poitrine, tu vois. Et donc pareil, tu vois, c'était un questionnement, tu vois. À un moment, j'ai voulu faire par exemple aussi euh, un pingouin qui se serait pris une marée noire et du coup ça aurait été un pingouin noir. Mm. Et pareil, comment tu traites ce sujet de l'ethnicité chez les animaux sans froisser personne? Parce que moi, mon but, si tu veux, c'est pas d'avoir des animaux. Mon but, c'est de parler Ouais. de ce qui arrive à l'océan. Mm. Donc il faut pas que mes animaux soient critiquables sur ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont, Ouais. parce que c'est pas le fond de la discussion. Le fond, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que comment on impacte au quotidien notre environnement et j'essaye de ne pas avoir de discussion sur les personnages. Moi, j'ai pas de combat à mener auprès des gens, j'ai pas à leur dire qui ils sont, ce qu'ils font. Je dénonce déjà pas, comment on dit, je moralise pas leurs actions au quotidien. Moi, je veux juste parler de l'impact qu'on a. Et donc, si j'arrive justement à passer outre le dessin pour raconter que ça, c'est tant mieux. T'as envie à un moment de quitter l'océan et d'aller vers autre chose ou pour l'instant tu vas rester dans l'océan? Alors, il y a deux choses. D'un point de vue de ma vie perso, j'ai toujours en tête cette idée de créer un jardin-forêt, d'avoir un bout de terrain et de cultiver et de faire naître des choses. Mm. Donc ça, c'est d'un point de vue perso. D'un point de vue de la BD, de ce que me permet de faire Alphonse aujourd'hui, là, j'ai eu ma première demande d'illustration pour un petit journal qui s'appelle Le Chiffon, qui est un journal parisien qui est Vu engagé. sur Insta, ouais. Voilà. Et donc, c'est la première fois que je dessine pour un sujet qui est là, les aliments ultra transformés, où j'utilise pas mon personnage. Donc, en fait, on est venu chercher mon humour engagé Mm. pour parler d'autres sujets. Donc, Ok. c'est la toute première fois que ça m'arrive. Donc, oui, s'il y a d'autres demandes pour illustrer sur quelque chose d'engagé, je peux quitter l'océan pour d'autres traits. Ok. Mais ce serait pas forcément, je sais pas, demain un écureuil dans la forêt qui aurait à peu près la même manière de penser que Alphonse, mais là lui qui viendrait plutôt parler ouais, de la terre, de la forêt, etc. Bah écoute, ça dépend de deux choses. Ça dépend du temps, Ouais. parce que tu le vois bien Mm. dans ton aventure que bah, ça prend du temps, et pour être cohérent et conséquent, avoir une régularité, effectivement, bah faut bosser ton sujet et bien le tenir, le faire à fond. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur Alphonse. Euh, et donc ça dépendrait effectivement du temps que j'ai pour créer un autre personnage, un autre univers et tout. Donc c'est plus une question de dispo Mm. qu'une question d'envie. Et puis voilà, pour l'instant, il y a quand même. En fait, je me rends compte très clairement que je pourrais illustrer une planche quasiment tous les jours. Là, je m'en tiens à une par semaine parce que je fais d'autres choses à côté. Mm. Mais je pourrais en faire une tous les jours, tellement il y a de choses à raconter sur les océans. En fait, là, on voit des feux de forêt qui arrivent en période hivernale, on voit que nos nappes phréatiques manquent de flotte et qu'on va galérer pour cet été. Et tous les jours, il y a des news sur ce qui se passe sur Terre. Mais tous les jours, il y a des news sur ce qui se passe en mer. Et c'est fou, quoi. Et tu te dis, mais le sujet est intarissable. Mm. On est capable de faire de la merde à un rythme soutenu qui est très, très surprenant. Tu te dis, c'est... On est Putain. plein de surprises en fait. On est vraiment plein de surprises. Donc, moi, ça me donne de la matière quotidienne. Donc, effectivement, si je devais passer à autre chose, j'ai déjà plein de trucs là. J'ai pas fini, je suis pas arrivé au bout du sujet, quoi, clairement. Et quels sont tes objectifs Bah, écoute, qu'Alphonse prenne un peu d'ampleur, c'est-à-dire que je trouve que c'est un bon véhicule qui pourrait être peut-être plus pédagogique. Tu as touché des associations. Peut-être. Enfin, ouais, j'aimerais bien aider plus d'assauts.
Là, j'en aide quelques-unes, mais c'est vraiment le début. Et si je peux vraiment filer un coup de main avec Alphonse pour permettre à des assos d'avoir une communication plus régulière, d'illustrer leurs propos pour qu'ils soient plus accessibles. Moi, c'est plutôt ça l'avenir, c'est plus de collab avec des associations. Après, s'il y a un éditeur cool, qui a une bonne dynamique, qui soit nantais, ce serait mortel. Pourquoi pas bosser avec un éditeur? Aujourd'hui, j'auto-édite, mais bon, pareil, il faut du temps, je fais pas de pub dessus ni rien. Donc pourquoi pas un éditeur? Mais la vocation, c'est d'aider des assos. Donc plus de collab. Voilà, si vous m'entendez au travers de ces ondes et que vous avez besoin d'un coup de main, Alphonse est à votre disposition. Voilà. Et dans ton perso, tu as aussi certains objectifs? Alors, dans la vie perso, d'autres objectifs, comme dit, le jardin-forêt, ça serait un vrai kiff. Ça serait vraiment un vrai kiff de pouvoir me nourrir à partir d'un jardin qui vit en autonomie avec très peu d'intervention. Ça, ce serait cool. Après, j'ai pas d'autres objectifs parce qu'en fait, je te dis, je me prive de rien. Donc, comme je me prive de rien, j'ai rien que je pourrais diminuer de plus. Tu vois, je peux pas faire mieux au quotidien que ce que je fais là, à part le next step qui serait de produire, tu vois, de produire quelque chose donc ouais, non, dans la vie perso, je me suis pas mis d'autres objectifs. Je pense que je peux pas consommer moins. Tu vois, T'es déjà au max. je suis déjà au max sans me priver, tu vois. Ouais. Donc, Est-ce que ouais. tu aurais des conseils? C'est que tous les gestes sont bons à prendre. En fait, je pense qu'il faut arrêter cette discussion de faire des petits gestes ou des grands gestes. Quand tu prends conscience de l'absurdité de ce qu'on fait, tu changes ta façon d'être de manière assez normale. Il y aurait peut-être pour commencer se dire que tu peux agir n'importe comment à ton échelle. Par exemple, moi, j'ai une vie normale, donc je vais bosser, je rentre, je vais boire un coup avec des potes. Par contre, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est de dessiner parce que j'aime ça et je me sers de ce que j'aime pour parler d'écologie, d'environnement. Si toi c'est la musique, si c'est le théâtre d'impro, si c'est le sport, tu peux ramasser des trucs sur ton chemin en allant faire du sport. Si c'est t'occuper d'enfants, tu peux leur raconter des histoires et d'écologie. Tu peux ne serait-ce que offrir des BD à des enfants qui parlent justement d'environnement ou juste d'animaux. Ou tu vois, en fait, ça peut commencer très bas. Tu vois, ça peut être mais ne serait-ce que d'écouter des podcasts sur le sujet. Commence déjà par t'informer pour prendre conscience de ce qui, toi, dans ton quotidien, te paraît changeable sans que tu te sentes forcé. Parce que moi, comme dit, je me sens forcé de rien. Je me prive de rien, sauf qu'en fait, j'ai pas d'envie de tout. Ouais. Tiens. Donc, comme j'ai pas envie de tout, je me prive de rien. Et je vis normalement. Et je vois pas moins de potes, je voyage pas moins, c'est juste différemment. Et donc ouais, c'est de s'informer, c'est d'en parler avec des potes, c'est peut-être juste de pas rejeter l'idée qu'effectivement il y a un problème qui nous dépasse et que ouais, potentiellement tout seul on y arrive, on va pas changer les choses. Moi je suis persuadé d'un truc, c'est que moi je vais pas changer le monde en faisant ce que je fais. Je le fais pour moi parce que ça fait sens en tant qu'humain. Tu vois, ça fait partie de mon humanité de me dire je peux pas laisser ça de côté en ayant rien à foutre. Parce que je suis un humain, je suis un animal aussi, et du coup, ça me semble sensé de faire un minimum de choses respectueuses pour ce qu'on me donne, tu vois, pour les aliments que je reçois, pour le beau temps, pour les petits oiseaux de mon square, tu vois, juste, voilà, on m'a donné des choses, je les respecte. Je pense que le principe de base de l'écologie, c'est juste d'avoir du respect pour la vie, tu vois. Juste pour ce que tu as et ce que tu reçois et ce que tu donnes, et basta, quoi. Qu'on se respecte les uns les autres. Faut commencer à son échelle, tu vois. Aider ses potes, aider les enfants de ses potes, ses propres gamins, les informer.
mais sans être dans une forme. Faut pas devenir un ayatollah, tu vois, ça sert à rien. On est tellement nombreux sur Terre que, comme dit, on peut faire tous les efforts qu'on veut, nous, à notre échelle. Si la Chine les fait pas, si les États-Unis s'en foutent, si l'Afrique se surdéveloppe, ouais, bah c'est cool, t'as fait ton compost, mais comment dire, ça va pas bouleverser les choses. Les gens doivent faire les choses pour eux, parce que ça fait sens pour eux. Et quand tu commences à comprendre que c'est pour toi que tu le fais, c'est là que ça a un impact. Quand j'ai fait Alphonse pour moi et que je l'ai donné gratuitement aux autres, ça a créé un impact. Les autres se sont dit, putain, c'est cool, merci de ce que tu fais. Et ça donne aux autres gens l'envie de faire des trucs avec. En fait, tu passes une forme de générosité, de, euh, de naturalité, de simplicité. Tu t'offres quelque chose à quelqu'un et la vie te le rend. Si tu penses que c'est trop tard, c'est foutu, je fais rien, tant pis, bah en fait, tu transmets pas d'énergie aux autres qui vont leur donner envie de faire des trucs. Non, faut reconnaître que t'as pas d'impact sur le monde, t'as de l'impact que sur ce qui t'entoure. Donc, si tu arrives à avoir d'impact en semant des graines dans le square autour de chez toi parce que ça va donner des fleurs et que les enfants qui y sont vont découvrir les fleurs et vont kiffer, c'est cool, t'as fait un truc. Et t'as fait un truc qui va derrière se propager. Donc, moi, c'est ça l'idée, c'est de ne pas baisser les bras en se disant ça sert à rien. Oui, l'impact est petit. Effectivement, l'impact est petit, mais il est juste bon pour toi parce que c'est juste du respect et que le respect, ça se transmet. Et que bah, si tu le transmets à quelqu'un, il le transmettra à quelqu'un, qui le transmettra à quelqu'un, et tu auras fait de ton mieux. Tu auras fait de ton mieux à ton échelle. Après, si tu as de l'énergie, tu peux aller dans des grands combats. Tu peux monter une asso, tu peux. Mais ça, je pense que c'est un autre stade d'éveil. C'est-à-dire que les gens qui lancent des assos, qui donnent beaucoup d'énergie, sont des gens qui ont déjà fait tout le chemin intellectuel avant pour donner tout leur quotidien à ça. Mais si on parle de gens qui vont écouter ton podcast pour découvrir l'écologie et qui partent peut-être un peu du début ou de conviction et qui pourraient baisser les bras en se disant ça sert à rien, non, fais-le pour toi, fais-le d'abord pour toi parce que ça fait sens et parce que c'est n'importe quoi de faire autrement. C'est n'importe quoi de faire autrement, donc fais dans la sobriété, fais cool, essaye d'entraîner un peu les gens autour de toi juste en leur montrant mais sans les forcer, en donnant l'exemple. Et puis ça contaminera de toute façon, à un moment donné, l'homme, il ne réagit qu'au pied du mur. C'est pour ça que c'est dur. Tu vois, c'est pour ça que c'est dur de convaincre les autres parce que tu ne réagis que quand tu es au pied du mur. Tu cherches un taf quand tu es au chômage. Tu changes de régime alimentaire quand tu as un problème de santé. Tu aides quelqu'un dans ta famille quand d'un coup il a besoin d'aide. Mais on est rarement dans l'anticipation. Donc l'humanité va se réveiller. On va tous se réveiller. Bah là, par exemple, tu vois, on se réveille quand il y a une mauvaise récolte. On se réveille quand il y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. On se réveille quand il y a des étés où tu peux plus tenir en centre-ville parce que tout est bétonné. Tout ça, ça aurait pu être anticipé. Mais on le fait pas. On se réveille au pied du mur. Donc, vous inquiétez pas. Il y a un moment, tout le monde va se réveiller. Ça sera un réveil collectif un peu douloureux, mais ça sera un réveil. Donc, en attendant, si déjà tu es en paix avec toi-même et avec ce que tu as fait, le jour où ça touchera tout le monde d'un coup, tu te diras pas j'ai été con, ou j'aurais pu, ou j'aurais dû, ou si j'avais. Là, tu te diras juste j'ai essayé de respecter la vie et on en est là aujourd'hui parce que l'humain fonctionne comme ça et du coup bah go, on s'adapte quoi. Voilà. Okay. Et après, j'ai une dernière question, mais en soi, tu l'as plus ou moins déjà répondu tout le long du podcast. C'est qu'est-ce que pour toi l'écologie ? Bah ouais, bah écoute, je te fais court, l'écologie c'est du respect. C'est juste le respect de l'autre, peu importe ce qu'il soit. Que ce soit un arbre, un animal, que ce soit un proche, quelqu'un d'étranger, que ce soit un migrant, c'est juste d'avoir du respect pour l'autre. Et qu'à partir du moment où tu as du respect pour l'autre, ben, tu lui tapes pas sur la gueule, tu le surexploites pas, tu le surconsommes pas, tu le jettes pas, tu le renouvelles pas si tu n'en as pas besoin. Enfin, c'est juste du respect. Est-ce que ça va pas jusqu'au respect de soi-même ? Bah, tu te respectes d'une certaine façon aussi en faisant ça parce que
Je pense qu'inconsciemment, on sait tous qu'on fait certaines choses qu'on ne devrait pas faire. Donc quand tu te mets à le conscientiser puis à faire plus sobrement, ouais, si tu te respectes aussi. Tu te respectes aussi parce que en te rendant compte que tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, et ben du coup tu te mets à être heureux avec les petites choses du quotidien, quoi. Et ouais, si, ça fait partie du respect de soi-même. D'oublier le futile pour se reconcentrer sur ce qui te nourrit vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment vie.e.ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.